Je m'appelle Karine et je travaille à Vida Fertility avec le docteur Marta Zermiani et je serai votre modératrice pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra à la fin à la fin de la présentation du docteur Zermiani et je les lirai à voix haute ou vous-même, vous pouvez participer, il n'y a absolument pas de souci pour ça. Ce webinaire d'aujourd'hui va traiter de la PMA pour les femmes de plus de 40 ans et nous le faisons en partenariat avec les Fivettes espagnoles. La plupart d'entre vous le savent certainement, mais voilà, les Fivettes espagnoles, c'est une plateforme créée et conçue pour les femmes qui sont en PMA en Espagne. Sur cette plateforme, en plus d'un dossier complet pour pouvoir remplir vos aides au remboursement, vous avez également l'accès à un groupe de Facebook privé et très actif avec presque 6000 fivettes actives tous les jours. Et vous avez également la possibilité d'obtenir un coupon de réduction pour votre traitement de PMA chez Vida Fertility. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat le lien direct pour demander ce coupon parce qu'il est très important parce que si vous voulez en bénéficier, il ne faut pas nous contacter nous directement, mais il faut vraiment contacter les fivettes et demander ce coupon pour pouvoir avoir droit à cette réduction en plus du premier contact avec la clinique. Et avant de laisser la parole à Martha, vous présenter en quelques mots Vida Fertility. Donc, nous sommes une clinique de fertilité en Espagne. On est basé donc à Madrid et à Alicante. Souvent, on nous demande voilà, la différence entre les nombreuses cliniques espagnoles qu'on trouve, que ce soit oui, ou à Madrid, ou à Alicante, ou à Barcelone. Là, vraiment, la spécificité de Vida, c'est une clinique boutique, non, comme on dit, avec une équipe très humaine, à taille humaine, des traitements très personnalisés. Nous connaissons toutes nos patientes. Que ce soit les médecins, les embryologistes, les coordinatrices. On a donc une gynécologue et une coordinatrice attitrée pour chaque patiente. Et voilà, l'autre spécificité, c'est également qu'on a un peu plus de 80% de patientes internationales qui arrivent après 4, 5 cycles de traitement dans leur propre pays. Donc voilà, elles viennent pour trouver des solutions là où d'autres ne l'ont pas trouvé, on va dire. Donc voilà, nous sommes un peu spécialisés en cas complexes. Et entre guillemets également en patientèle francophone, puisque plus de la moitié de nos patientes sont françaises. Et ça s'explique avec de nombreuses coordinatrices qui, comme moi, sont natives et je dirais 5 médecins maintenant, 5 gynécologues qui sont, comme Martha, 100% francophones. L'aperçu général de nos traitements, eh bien, on peut faire tout ce qui peut se faire en termes de PMA en Espagne. De la FIV, de la FIV d'eau. On a nos propres donneuses au sein de la clinique. On a également beaucoup de demandes de préservation de la fertilité. On fait nos examens diagnostiques avancés, que ce soit en interne ou avec des laboratoires partenaires. Nos tests génétiques avec le DPI. Traitement pour femmes seules et couples de femmes et médecine régénérative au sein même de la clinique. Voilà pour moi et je vous laisse avec Martha pour la PMA pour les femmes de plus de 40 ans. Bonjour à tous, merci pour cette option, cette possibilité pour expliquer un petit peu pour cette typologie de traitement qui est finalement, c'est la plupart des patients qu'on a, c'est plus cet niveau d'âge. Ça veut dire que c'est un patient qui est on voit beaucoup. Et en général, pourquoi c'est compliqué de tomber enceinte après les 40 ans? On a deux problèmes, les problèmes de la quantité et les problèmes de la qualité des ovocytes. La réserve ovarienne, en général,
les nombres de boules disponibles au moment qu'on fait l'évaluation. En général, on utilise l'hormone antimulérielle, la AMH, et les nombres des follicules en trop dans l'échographie vaginale. En général, les niveaux, c'est top après les 18, 20 et commence à descendre après les 35. Normalement, à un niveau des 40, la réserve ovarienne, c'est faible. La raison principale, c'est l'âge. Il y a des femmes qui, heureusement, à 40, ils ont encore un bon réserve ovarienne. Ce n'est pas automatique avoir d'essence de la réserve ovarienne, mais c'est la chose plus normale, plus habituelle. OK? Et les deuxièmes problèmes, pardon, c'est la qualité. OK? On va à la prochaine. OK. La qualité, on la voit surtout sur les produits des ovocytes, ça veut dire les embryons. Les problèmes, c'est que quand on a plus d'écart, la plupart des embryons qu'on a, ils ont des altérations chromosomiques. Les embryons, on l'appelle anéuploïdes, sont des embryons avec une proportion en quantité et en position des chromosomes pas normales. Et ça, normalement, c'est un problème pour l'implantation. Il y a moins des problèmes d'implantation et surtout des problèmes de fausses couches. Malheureusement, il y a aussi en partie que c'est comme la trisomie 21 ou la 18 qui sont compatibles avec la vie et c'est des fœtus avec des problèmes chromosomiques, des syndromes chromosomiques. Comme vous voyez, il y a la comparaison des les pourcentages des embryons euploïdes, c'est les maximums jusqu'à 35, presque 60-70% des embryons normaux. Et après, ça commence à descendre. Et vous voyez qu'après les 40, on passe en 30, oui, plus ou moins 30% des embryons normaux. Et après, on arrive à 42, 43, 44 avec 15-20% des chances d'avoir des embryons en bonne santé à niveau chromosomique. Et ça, c'est les problèmes principaux pour avoir des problèmes pour tomber enceinte après les 40, mais aussi c'est un problème parce que si on a des embryons et on fait un diagnostic préimplantatoire, on sait qu'il y a beaucoup des embryons avec des altérations chromosomiques. Et en général, les deux choses qu'on a dit sont les deux problèmes principaux, la qualité et la quantité. Après, il y a des autres problèmes liés à l'âge parce qu'il y a des pathologies liées surtout à les hormones qui, après les 40, on a plus de risques de les avoir parce on voit plus d'effets des hormones sur l'utérus et sur les ovaires. Et ça, c'est l'endométriose, les polypes, il y a plus de risques des polypes à niveau de l'utérus, les fibromes, et après, à niveau général, plus de risques des problèmes comme l'hypertension et les diabètes à niveau de la femme. Tout ça, c'est des autres choses supplémentaires à avoir pour chercher la grossesse et pour faire un traitement des PMA. De l'autre côté, on a aussi les facteurs âge, c'est aussi important pour les facteurs masculins, pour les spermiogrames. On avoue que l'âge également a un impact sur les spermes et en général sur la qualité des spermatozoïdes. Un spermogramme normal, la concentration des spermatozoïdes, la mobilité, les pourcentages des formes normaux. Mais après, il y a aussi un problème qui c'est la fragmentation de l'ADN.
et des spermatozoïdes. Il y a plus de fragmentation à niveau de l'ADN des spermatozoïdes et ça peut provoquer échec des fécondations, des développements des embryons jusqu'à G5 et plus de risques de fausses couches. Et en général, on a des techniques. En général, on recommande la FIV après les 40 ans pour tous ces problèmes en général qu'on a. Et on a aussi des techniques supplémentaires qu'on peut utiliser pour les femmes qui avec des problèmes pour tomber enceinte à partir des 40 ans. En général, on peut utiliser les rajeunissements ovariens. Ça, c'est en technique, nous utilisons des facteurs de croissance qui viennent des les propres plaquettes et qui seront introduits à l'intérieur des ovaires au cours d'une procédure très simple, similaire à ponction ovarienne. Et en général, on les fait dans la première partie du cycle, la phase folliculaire, on l'appelle. Ça veut dire les premières 14 jours après les règles. Ça, normalement, on l'utilise pour les femmes des moins de 45 avec un faible réserve ovarienne. L'idée, c'est essayer d'augmenter les taux des AMH et en général des follicules en trop et donc les nombres de d'ovules prélevés avec une ponction folliculaire. Normalement, on fait une prise de sang, on prépare les plasmes et on fait l'administration intra-ovarienne. Normalement, les mois suivants ou 2 mois après, on fait un AMH des contrôles et on prend la décision si on fait un cycle de FIV tout de suite ou si on attend deux règles spontanées. Et en général, c'est un traitement qui est encore expérimental. On ne sait pas effectivement si ça, à niveau des résultats, peut changer beaucoup les résultats à niveau reproductif, mais c'est quelque chose on peut utiliser pour essayer d'améliorer les résultats avant de faire un FIV. Et après, j'ai déjà parlé de ça, les PGTA, ça veut dire la FIV avec les diagnostics préimplantatoires. C'est lié à la chose qu'on a dit avant, qu'il y a beaucoup d'altérations chromosomiques chez les embryons qu'on a après les 40 ans. Et le problème, c'est qu'on n'a pas, l'unique forme de les savoir, c'est faire une biopsie. La biopsie, c'est une technique qu'on fait normalement à G5. On attend le développement des embryons jusqu'à G5. Et à ce niveau-là, on prend un petit groupe de cellules pour faire l'analyse de génétique. Et entre-temps, on congèle les embryons. Et l'analyse de génétique, normalement, on a les résultats 2 semaines après. Et à ce moment-là, on sait s'il y a des embryons en bonne santé à niveau chromosomique et combien. Et s'il y a des embryons, on fait après les transferts des embryons avec normalement une préparation de l'endomètre. La biopsie, c'est une technique qui est, si normalement les biologistes ont une bonne expérience, c'est pas une technique qui peut provoquer un problème à l'embryon. Okay? Ça, c'est une chose qui est normalement, c'est la première question. Et l'unique chose qui est avoir c'est obligatoire avec un diagnostic préimplantatoire faire une congélation des embryons. Ça, c'est normalement l'unique chose qui quelquefois on doit changer. On ne peut pas transférer un frais. On est obligé à congeler les embryons. Mais ça, bon, finalement, c'est une technique, la congélation des embryons maintenant, c'est une technique très, très utilisée. Et on l'utilise surtout pour les femmes de plus de 38. Et ça, c'est les moments qui on voit que les pourcentages des altérations chromosomiques, c'est important. Et normalement, il y a une indication de faire les tests avant de faire les transferts.
Et normalement, ça peut réduire les risques d'anomalies chromosomiques et surtout les risques, en termes pratiques, les risques des fausses couches. Normalement, en France, c'est seulement indiqué cette technique pour les altérations génétiques, pour les altérations génétiques, les monosomies, les altérations des gènes en concret. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent en Espagne pour pouvoir faire ces techniques seulement avec cette indication, ça veut dire avec l'âge, des ovocytes comme indication des facteurs de risque, on va dire. Après, il y a une deuxième option pour les femmes, justement, avec faible réserve ovarienne et surtout avec l'idée de faire un DPI, ça veut dire les diagnostics préimplantatoire et la congélation des embryons, qui c'est faire un protocole qui s'appelle Dual Stim. Ça veut dire deux stimulations ovariennes dans un même cycle menstruel. Normalement, ça, c'est faire la première stimulation ovarienne, faire la première ponction, attendre 5 jours. Après 5 jours, on fait une échographie, on voit si tout va bien à niveau des ovaires, à niveau pelvien en général. Et si tout va bien, on recommence tout de suite une deuxième stimulation pour pouvoir avoir plus des embryons. Normalement, l'indication, c'est ça, avoir une quantité des embryons dans les premiers cycles et une quantité dans les deuxièmes et pouvoir faire les DPI en quantité plus importante des embryons en général et essayer de mettre la statistique de notre côté. Comme il y a beaucoup des altérations chromosomiques, un pourcentage élevé des altérations chromosomiques, si on n'a plus des embryons, on espère d'avoir un embryon ou deux embryons en bonne santé. Et en général, peut réduire les coûts par rapport à deux stimulations dans deux cycles différents. Il y a des bons résultats. Normalement, on a la même quantité ou en quantité très similaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre la qualité et la quantité des ovocytes et la qualité des embryons. C'est seulement pour ne pas perdre beaucoup de temps et pour profiter le fait qu'on ne doit pas faire un transfert en frais et on est obligé à congeler les embryons et on peut utiliser la deuxième partie de même cycle pour faire tout de suite une deuxième stimulation. Et normalement, là, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires parce que normalement, l'indication, c'est pour des femmes avec un faible réserve ovarienne qui, en général, il n'a pas beaucoup de symptômes au niveau des effets secondaires. Et ça, c'est la même chose pour le deuxième cycle aussi. En général, il y a une bonne incitation par les patients de cette typologie des cycles et nous permettre de gagner beaucoup de temps au niveau en général du traitement et pour pouvoir faire après les transferts. Après, si tout ça ne fonctionne pas, avoir pour les femmes des plus de 45, en général, pour les femmes entre 40 et 45 avec une faible réserve ovarienne, pas de possibilité d'avoir une réponse avec ses propres ovules, il y a tout le temps l'option d'un don d'ovocytes. Et les dons d'ovocytes, c'est surtout pour les femmes qui ils ont essayé avec beaucoup de FIV et ils n'ont pas eu des résultats. Ils ont fait un cycle de FIV avec des pays et on n'a pas obtenu des embryons en bonne santé à niveau chromosomique. En général, à partir des 45, parce que c'est très compliqué avoir une grossesse après les 45 avec une FIV, avec les propres. Et ça, c'est en général les indications. Et normalement, on va choisir la donneuse avec les caractéristiques physiques de la patiente. On va demander des photos, remplir un questionnaire sur les caractéristiques physiques. Et en général, on fait les cycles en frais. On demande que messieurs bien congelé ou on utilise les spermes d'un donneur et on fait la fécondation les mêmes jours de la ponction folliculaire de la donneuse. Et après, normalement, on congèle les embryons pour pouvoir après tranquillement préparer l'endomètre pour faire les transferts de l'embryon. Normalement, on a plus ou moins une liste d'attente de 2 mois et
En général, entre-temps, on fait tous les tests de santé pour la recevuse et nous, on commence la recherche de la donneuse et on va plus ou moins voir les moments pour la pension. En général, les donneuses, la donneuse, c'est une femme en bonne santé physique, psychologique et génétique. Et il y a aussi l'option de faire un test de compatibilité génétique avec la donneuse. Ça veut dire qu'on essaie de contrôler toutes les choses qu'on peut contrôler avant, à niveau de tous les risques génétiques qu'on peut contrôler. Malheureusement, il y a beaucoup de choses pathologiques qu'on ne peut pas contrôler, mais tous les tests qu'on peut faire avant, on les fait. Bon, en général, la fertilité et les résultats d'un traitement des PMA dépendent beaucoup de l'âge de la femme et à partir des 38, ça commence à être plus compliqué pour les taux des altérations chromosomiques. Et les problèmes aussi de la réserve ovarienne, on a des traitements pour essayer d'améliorer les résultats, les PRP ovariennes, les dual stim. Mais ça, c'est quelque chose qui peut nous aider partiellement. Les problèmes, c'est que on doit avoir une bonne quantité des embryons pour pouvoir, après un DPI, avoir une bonne quantité des embryons en bonne santé. Et si cette option avec les propres ne fonctionne pas, il y a tout le temps l'option de changer les ovocytes et utiliser un don d'ovocytes. Ça, c'est une technique qui fonctionne très bien et qui finalement, c'est une option qu'on peut utiliser si tout ce parcours n'a pas marché. En général, après avec une première consultation médicale avec nous, en général en ligne, on fait la première visite. Je vais vous faire une liste, je vais voir tous les examens que vous avez et je vais voir qu'est-ce qu'il manque et je vais faire une liste avec tous les examens qu'il faut faire. Normalement, vous pouvez faire tout en France et après, on fait normalement un deuxième rendez-vous pour parler de tous les résultats. Normalement, on a l'option de faire des techniques plus avancées en général pour étudier les spermes, faire un PRP ovarien pour régénérer les ovaires et faire les matchings avec la donneuse. Ça, normalement, c'est les jours que monsieur vient congeler. On peut faire les tests de compatibilité génétique avec une prise de sang. Sinon, on peut vous envoyer les kits chez vous pour pouvoir faire la prise de sang ou les prélèvements avec la salive et vous nous renvoyez les kits. Et normalement, 4 semaines après, on a les résultats. Et après, on va mettre ensemble les dates, on va faire un petit peu les plans de traitement pour pouvoir après vous permettre de vous organiser à niveau des échographies, des contrôles, des prises de sang, des contrôles. Et on attend après les résultats des échographies et des prises de sang hormonaux pour fixer la date de la pension. Après, normalement, on fait la pension ici et si on fait les DPI, il ne faut pas rester ici. Les jours suivants, vous pouvez retourner chez vous. Par contre, si on fait les transferts en frais, normalement, 5 jours après, on fait les transferts. On ajoute la progestérone vaginale les jours de transfert et après, on fait les transferts tout le temps à J5. Et bon, c'est tout plus ou moins. Et merci beaucoup pour votre attention et surtout, j'attends des questions. Alors, on a une première question, Martha, qui dit et lorsque nous avons une bonne réserve ovarienne à 40 ans, mais quand même une mauvaise qualité due à l'âge, que proposez-vous? Dans mon S'il y a un bon cas, réserve ovarien? Pardon? Non, non, non. Et si, c'est fini la question, non? Non, la question après. Attends, je continue. Ah. Dans mon cas, première FIV en France, 14 ovocytes, mais juste 3 embryons.
et à la limite de l'hyperstimulation. Mhm. Proposez-vous le dual stim ou une autre solution pour avoir plus d'embryons qui partent en DPI? Alors, les dual stim, s'il y a ou un risque d'hyperstimulation, c'est pas indiqué normalement parce que c'est dangereux. Par contre, on peut faire un DPI sur ces 3 embryons s'il y a un cycle similaire et après, s'il n'y a pas un bon résultat, faire un autre cycle avec normalement la deuxième règle spontanée. Les problèmes, c'est que après les carins, il y a un risque important d'avoir des altérations chromosomiques chez tous les embryons, mais c'est pas automatique, ok? Normalement, avec 3 embryons, il y a possibilité d'avoir un embryon en bonne santé. Et, normalement, c'est ça. On doit voir bien les stimulations précédentes, voir la typologie des médicaments, les triggers qu'ils ont utilisés, essayer de maximiser la chance avec les cultures, utiliser un time-lapse, un incubateur pour voir les embryons tout le temps. Et je recommande les DPI normalement, surtout s'il y a eu des échecs précédents. Très bien. On a une autre question qui dit bonjour, prenez-vous les personnes qui viennent du Canada? Si oui, comment vont se passer les examens, les prises de sang, etc. C'est très similaire. J'ai fait beaucoup des rendez-vous, des premières visites avec patients du Canada. Normalement, c'est plus compliqué pour les examens, je sais. Et normalement, moi, je vais vous faire une liste des examens. Si vous pouvez faire tout là, c'est une option. Sinon, il y a des patients qui viennent ici juste avant la stimulation pour faire tous les examens ici. Et il reste ici jusqu'à commencer la stimulation et pour pouvoir éviter de faire les examens là-bas. Après, si vous avez des soucis, ce que je rajouterais, c'est qu'on a quelques collaborations aussi avec des endroits au Canada qui peuvent vous aider. Si vous ne pouvez pas venir en Espagne et rester pendant toute la stimulation ou faire vos examens ici avant de venir. Euh, Bonjour, est-ce que vous proposez également des dons d'embryons ou double dons dans le cas d'un parcours solo? Oui, oui, oui. Double don. Et c'est la première option parce que normalement, on peut choisir la donneuse et les donneurs pour vous, ok, avec votre caractéristique physique. Et normalement, tous les groupes d'embryons qui arrivent de cette cycle sont pour vous, ok. En général, il y a plus de quantité. Par contre, les dons d'embryons, il faut confirmer la disponibilité par rapport à les caractéristiques physiques que vous avez. Et normalement, c'est un embryon seulement, un J5. Et il faut penser que les taux qu'on a plus ou moins avec un double don, c'est entre 60 et 70% des chances de grossesse avec les premiers transferts. Par contre, avec un don d'embryon, c'est 45-50 parce que normalement, l'embryon de meilleure qualité, c'est l'embryon qui s'était déjà transféré et c'est comme les deuxièmes embryons. Mais la chose positive du don d'embryon, c'est qu'il vient normalement d'un groupe d'embryons qui a déjà donné la grossesse. C'est un bon traitement aussi. On a les 2 options. D'accord. Alors, je retourne ce que vous écrivez dans le chat et dans les questions-réponses. Alors, quand une femme a 6 ovocytes et 4 embryons à J5, est-ce dû à la qualité de l'ovocyte ou du sperme? 6 ovocytes et 4 embryons, c'est ça? Mhm. Oui, C'est un c'est bon bien. résultat. C'est un C'est un très bon très bon résultat. résultat. Il n'y a pas de problème. 6 ovocytes et 4 embryons à J5, c'est un très bon résultat parce que normalement, les taux de fécondation normal, c'est 70%. Et de ces 70%, seulement 50% arrivent à l'état des blastocystes. Ça veut dire que c'est supérieur à la moyenne. Alors, on a des questions concernant également donc d'autres personnes qui sont assez loin parce que bonjour, j'ai déjà fait 4 FIV en Martinique, mais 2 seulement ont marché. Le problème, c'est la qualité des ovocytes et des embryons qui ne tiennent pas. Comment on fait quand on est en outre-mer? Bon, on a beaucoup de patients des Martiniques. Le problème, c'est surtout l'organisation du cycle à niveau pratique. Pour les examens, c'est pas un problème en général. J'ai fait beaucoup des examens, j'ai démané et j'ai reçu beaucoup des examens à distance. Et si vous voulez essayer encore avec un FIV, qui est moi,
après 4 tentatives, normalement, j'ai recommandé passer un don d'ovocytes. En général, pour un don d'ovocytes, il faut venir ici seulement pour les transferts. Et, et en général, il faut rester ici une semaine. Et par contre, pour la FIV, il y a des personnes que j'ai eues qui ont fait un moitié là-bas et moitié ici, avec 2 échographies là-bas, 2 échographies ici. Une autre question qui demande sur l'importance de la FSH. La FSH, c'est moins importante que la AMH parce que la FSH change beaucoup par rapport au jour du cycle. Et ça veut dire que pour la réserve ovarienne en général, pour la réponse au niveau des ovaires, c'est beaucoup plus important la AMH. Mhm. Et justement, est-ce qu'il y a une AMH ou un nombre de follicules limite pour faire la stimulation? Finalement, on espère un bon résultat après, à partir des 1 nanogramme millilitre des AMH et des 8-10 à niveau des follicules. Ça, on les considère. Je n'aime pas parler des limites. Ça veut dire que s'il y a quelque chose inférieur, mais vous voulez essayer, normalement, on essaie. Moi, j'ai eu des bons résultats avec 4 aussi. Le problème, c'est que ça, plus l'âge, quelquefois, c'est de problème, non? Mais en général, un bon réserve ovarien, on les considère à partir des 1 nanogramme millilitre des AMH. Mhm. Et quelle dose de traitement utilisez-vous? Parce qu'en France, c'est souvent 450 UI de Pergoveris ou de Gonal. Oui, malheureusement, les médicaments, c'est tout le temps les mêmes. On ne peut pas changer beaucoup tout ça. À niveau des toutes les Europes, il y a 3 ou 4 médicaments en général avec activité FSH et activité en pourcentage un petit peu variable DLH. Les perloveris, normalement, c'est indiqué avec cette typologie des patients et les Mériofer-Ménopour aussi. Et il y a des personnes qui font un combo, on l'appelle, ça veut dire FSH plus LH. Mais bon, en général, les médicaments, c'est très, très, très similaire, hein. Les dosages aussi. Moi, j'utilise beaucoup 300 comme quantité. Et après, il n'y a pas trop de différence. Bonjour, j'ai 39 ans, 2 ponctions ovariennes faites, 9 ovocytes vitrifiés peuvent-ils être rapatriés en Espagne? Je suis atteinte d'endométriose et d'adénomyose. Pensez-vous que j'arriverai à avoir un bébé? Congelé à quel âge les ovocytes? Elle ne dit pas. Ah, ça c'est la Si chose vous plus pouviez nous dire à importante. quel âge, oui, c'est vrai que c'est un paramètre important parce que 9 ovocytes, ça dépend, l'âge est très important dans ces cas-là. Oui. Comment gérez-vous les patientes qui sont atteintes qui sont polykystiques, de SOPK? Ça, c'est normalement, c'est une chose qui est, on voit qu'il y a moins de problèmes après les carins avec le verre polykystique. Ça, c'est l'unique chose positive d'avoir le verre polykystique. Et normalement, à partir des 40 ans, l'effet à niveau pratique, à niveau de la qualité ovocytaire et tout ça, on voit que c'est inférieur. Et beaucoup de fois, il y a un taux d'antimulérien qui c'est bon, mais c'est suffisant pour avoir plus des embryons. Ça veut dire que le verre polykystique, c'est pas du tout une chose négative en général après les carins. Il faut voir, chaque personne, c'est différent. Et il y a des cas où on voit que clairement, il y a un problème au niveau de la qualité aussi, lié à l'ovaire polykystique aussi, mais des autres, que c'est seulement une chose positive parce qu'on a plus des ovocytes et plus des embryons. D'accord. Je reviens à 39 ans, les 9 ovocytes vitrifiés. 39, c'est un petit peu limite. OK? Avec 9 ovocytes, il faut voir la décongélation et finalement les taux des blastocystes. D'accord. Oui. J'essaye de lire, il y a beaucoup de questions. J'ai 44 ans et 2 mois. J'ai encore un blastocyste d'une FIV en France sans DPI. Est-ce que vous conseillez de faire ce dernier transfert et tenter encore une FIV DPI avec mes propres ovocytes en Espagne ou bien de tenter en priorité la FIV DPI en Espagne? Et non, vous pouvez faire les transferts comme vous l'avez déjà. Ça, c'est la chose
plus simple à faire et avec les limitations de cette... bon, on sait qu'il y a moins de chances d'implantation pour l'âge. Et après, pour savoir si je... Normalement, à 44, c'est compliqué à trouver un embryon en bonne santé. Il faut avoir un taux de AMH très bon, ok, pour pouvoir avoir des bons résultats. J'ai une question sur le demande d'ajout sur le groupe des FIVET. L'acceptation, c'est normal que ça soit pas automatique. C'est quelque chose que les personnes qui gèrent la plateforme font à la main, une à une. Pardon, je continue. Tac, tac. Concernant sur la question sur les... Ah oui, voilà, la question qu'on avait avant sur les 6 ovocytes et 4 embryons, moi je dis 5. C'est certes un bon résultat, merci. Sauf qu'ils ne s'implantent pas. De ma question, comment trouver le problème? À voir, ça peut être c'est lié à peut-être à la qualité des embryons, ok. Si c'est plus d'écart, il y a beaucoup des embryons avec des altérations chromosomiques. Ça veut dire que cette groupe des 4 embryons, si ce sont des embryons qui viennent des femmes, des ovocytes des plus d'écart, il y a 90% presque des embryons avec des altérations chromosomiques. Ça, c'est les problèmes principaux qu'il y en a avec les embryons après l'écart. Et après, il faut chercher normalement, et après 2 échecs, 3 échecs, s'il y a des problèmes au niveau de l'endomètre, il faut faire une hystéroscopie, faire une biopsie de l'endomètre, et chercher des causes aussi au niveau de l'endomètre. Mais la chose plus probable, c'est qu'elle soit liée à des altérations chromosomiques. Et on a également la dame qui nous parlait de la Martinique avant, qui dit que son Oui. conjoint est également en Martinique avec elle. Doit-il se déplacer pour donner son sperme ou peut-il l'envoyer à distance dans le cadre d'une FIV d'eau? Non, dans ces cas, normalement, on fait les jours de la fécondation des ovocytes, vous venez et après, en même temps, vous faisiez la préparation de l'endomètre et vous restez jusqu'au transfert. Il faut rester ici une semaine. On fait les 2 choses la même semaine. L'échantillon, la fécondation et les transferts après. Hmm. On revient sur, pareil, le dosage. Certains centres proposent des traitements mix combo 300-300. Pour quelle raison? Est-ce que ça a plus d'intérêt à faire ça que de mettre 450 UI? Normalement, moi, j'utilise pas cet protocole, ok? Le maximum, c'est 4-5 ans pour moi aussi. Et je pense que 600 par jour, c'est beaucoup. Et il n'y a aucune étude qui démontre que ça peut nous aider à avoir plus de réponses. Il y a des centres qui commencent à faire les contrôles. Les contrôles, ça veut dire en stimulation avec moins quantité, parce que s'il y a moins des ovocytes, c'est pas la peine de faire utiliser beaucoup de dosages. Normalement, moi, je travaille beaucoup avec 300. Ça, c'est comme un bonne quantité pour moi, pour cette typologie des patients. Une autre question. Bonjour, j'ai 41 ans, je suis SOPK. Mhm. SOPK. J'ai beaucoup d'embryons, mais beaucoup de fausses couches. Oui. Pensez-vous qu'il faille encore continuer des FIV sans DPI? Ou alors est-ce que... Ou Non, dans avez-vous ces d'autres... cas, justement, ça, c'est l'indication plus importante du DPI. Parce qu'il y a beaucoup d'embryons et c'est pour essayer de choisir l'embryon avant de faire les transferts, éviter beaucoup de transferts et surtout éviter les fausses couches. Ça, c'est le cas parfait pour utiliser les DPI. La personne qui avait ces 9 ovocytes de vitrifiés n'a pas compris si du coup elle pouvait les envoyer en Espagne ou s'il fallait faire une nouvelle stimulation. Et à voir, on peut faire les 2 choses en même temps que normalement. Si les ovocytes arrivent en Espagne et vous avez encore un bon taux des AMH, on peut faire une stimulation. Les mêmes jours de la stimulation, de la ponction, on fait la fécondation avec tous les groupes des ovocytes, les 9 congelés plus les autres en frais. Et après, on fait un DPI. Normalement, après les 38, on recommande un DPI pour éviter de faire les transferts des embryons anéuploïdes.
Très bien. Pour les faibles réserves ovariennes, les dosages des traitements sont souvent discutés, c'est vrai. Est-ce que c'est mieux de stimuler fort avec de gros dosages ou plutôt des doses moyennes pour les femmes avec des réserves ovariennes faibles? Oui, ça c'est encore un cours c'est Des pas trop débats. clair. En général, la chose qu'on sait jusqu'aujourd'hui, on sait que c'est mieux utiliser un dosage important. La plupart des études ont démontré ça. Les dosages importants, généralement, c'est 300. Et on utilise 400 aussi avec si les poids, c'est important et si il y a plus il y a déjà eu des protocoles avec 300 qui n'ont pas marché. Et il y a aussi, quand on voit que 300 ne fonctionne pas, on a les mêmes résultats, on a un résultat plus ou moins inférieur au maximum qu'on espère. Normalement, on peut essayer un mild stimulation protocol et ça, c'est pour voir si avec un dosage inférieur, la réponse c'est similaire, mais c'est seulement pour éviter tous les coûts des médicaments. Parce que en général, c'est mieux essayer avec un bon dosage pour essayer d'avoir les maximum de réponses possibles. Comment expliquer une incohérence entre l'AMH et le nombre de follicules? Et la personne nous dit qu'elle a une AMH à 0,6 et 12 follicules. Oui, ça, malheureusement, on les voit beaucoup. Et finalement, il y a beaucoup de ces 12 ovocytes qui ne vont pas répondre à la stimulation. Ça veut dire que c'est tout le temps une chose qu'on voit avec les moments de la stimulation. Donc, c'est quelque chose qu'au cours de la stimulation, on va pouvoir vérifier, non? Normalement, on va confirmer que l'antimulérien avait un petit peu des raisons et que c'est un mélange, c'est un mix non, entre les deux, mais si on voit que l'antimulérien c'est faible, normalement la réponse c'est concordant aussi. D'accord. Une autre question, en quoi consiste la préparation de l'endomètre avant le transfert? Ça, normalement, les fait avec les hormones. Normalement, ça, c'est coordonner l'endomètre à l'état de développement embryonnaire, que c'est J5. On fait une première partie avec les estrogènes pour faire grandir l'endomètre. On fait une échographie, une prise de sang pour confirmer que l'endomètre a une bonne épaisseur, une bonne morphologie. Et après, on ajoute la progestérone vaginale pendant 5 jours et après, on fait les transferts. Ça, c'est la chose plus simple à niveau de l'organisation à distance aussi, pour faire une préparation de l'endomètre pour un transfert d'un embryon congelé. Après, il y a l'option aussi de faire un cycle naturel modifié, on l'appelle, ça veut dire faire utiliser les hormones spontanées, faire une monitorisation de l'ovulation spontanée et quand on voit que l'ovaire c'est pas trop loin de l'ovulation spontanée, on fait une piqûre pour déclencher l'ovulation et on va calculer les jours pour commencer la progestérone et pour faire les transferts. On évite tout la première partie des estrogènes. Mais il faut faire beaucoup plus des échographies. On ne peut pas prévoir les transferts avec beaucoup d'avance. C'est ça, quelquefois, à distance, c'est un problème. En général, les deux typologies des préparations de l'endomètre, à niveau des résultats, sont exactement les mêmes. Pour ça, on utilise beaucoup les hormones parce que c'est plus simple pour la patiente, pour éviter beaucoup des échographies et pour pouvoir organiser les voyages avec un petit peu plus d'avance. Bonjour, j'ai bientôt 40 ans, j'ai déjà fait toutes mes FIV en France et aucune grossesse. Pensez-vous que je peux tenter avec mes propres ovocytes en Espagne ou vaut-il mieux faire tout de suite une FIV d'eau? Ça, il faut voir. Si vous avez un bon taux d'AMH, vous répondez bien au traitement, on peut essayer avec une dernière tentative avec les vôtres, plus sont des pays qui, sans doute, je pense que vous n'avez pas fait ça là-bas. Et sinon, si vous êtes fatigué et vous voulez changer les traitements, normalement, on peut passer en don d'ovocytes. Avec les dons d'ovocytes, on a beaucoup plus des pourcentages de grossesse. Là, c'est un petit peu la même question. Bonjour, j'ai 39 ans, j'ai fait beaucoup de fausses couches, toujours à la même période, à 4-5 semaines après le transfert, toujours avec des embryons à J5. Que me conseillez-vous?
La même chose. Si vous avez un bon taux d'antimullérien, un bon réponse ovarien, essayez en dernière FIV avec DPI pour essayer de faire les transferts seulement des embryons en bonne santé et sinon, changer les ovocytes. Bonsoir. Dans quel cas on peut envisager une insémination artificielle au lieu d'une FIV à 40 ans? L'insémination artificielle à 40 ans, les problèmes, c'est la chance des grossesses est très très faible, entre 5 et 10%. C'est très similaire à la, ça veut dire, avec un taux comme ça, normalement, on recommande de faire une FIV parce qu'on peut pour le moins contrôler tous les côtés de la formation des embryons et de l'implantation. Mais c'est vrai qu'il y a des cas, surtout quand la réserve rien c'est faible, que les pourcentages entre faire une insémination et faire une FIV, c'est pas trop différent. Et en général, dans les cas comme ça, pour augmenter la chance, il faut changer les ovocytes. Mais en général, l'insémination, c'est une technique très, très simple et avec des résultats, des pourcentages des grossesses qui en général ne sont pas trop importants. Avoir une maladie auto-immune telle qu'une sclérose en plaques peut-elle affecter la qualité des ovocytes, mais aussi conduire à l'échec d'implantation? Et la dame a 40 ans. Normalement, ça, c'est plutôt lié à l'endomètre, pas beaucoup à la qualité des ovocytes. Parce qu'avec les maladies auto-immunes, on sait qu'il y a quelquefois une relation avec la réponse immunitaire et endométriale. Finalement, là, tous les processus d'implantation, c'est un processus qui est immunitaire. C'est l'endomètre qui doit laisser passer l'embryon et lui permettre de s'accrocher, de s'implanter. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui est en regard avec des examens immunitaires. On peut faire une visite avec l'immunologiste qui en a ici pour voir s'il y a des facteurs liés à la maladie que vous avez. Merci. Bonsoir. Le rajeunissement ovarien, agit-il sur la qualité ou la quantité des embryons? Seulement la quantité des ovocytes. Ça, c'est les problèmes qui normalement, on ne peut pas changer la qualité parce que ça, c'est lié à l'âge. Et l'unique chose qu'on a vu, c'est que dans des études, partout, ils ont vu qu'il y a un petit peu plus de réponses ovariennes après, mais seulement au niveau de la quantité. Bonjour, ma femme a 45 ans et moi j'en ai 43 avec un spermogramme assez bon. On voudrait envisager un don d'ovocytes. Le DPI ne sera donc pas nécessaire car l'ovule vient d'une donneuse. Et combien de blasto... Oh, ça, c'est une question, hein. Et combien de blastocystes conseillez-vous, s'il vous plaît? Normalement, s'il n'y a pas de problème à niveau du sperme et pas de facteurs des risques pour un augment de la fermentation, qui peut être que ça c'est normalement fumer, boire beaucoup de café ou avoir beaucoup de fausses couches. S'il n'y a pas de problème comme ça, c'est pas indiqué faire un DPI parce qu'il n'y a pas de risque à la base, qu'il y a un pourcentage altéré des embryons avec des altérations chromosomiques. Et normalement, la quantité des embryons, ça dépend en général des facteurs, combien de grossesses vous voulez, s'il y a ou déjà des échecs et tout ça. Mais en général, je vais vous dire, on recommande de faire les transferts d'un seul embryon. Et normalement, on recommande d'avoir une quantité des embryons pour permettre plus qu'un seul tentative. Ça veut dire minimum 2 en général. 2, 3. Mais pour les transferts, un seul. On essaie d'éviter les grossesses gémellaires parce qu'il y a après beaucoup plus de complications au niveau de la grossesse. Et vous proposez sur le cycle... attendez. Vous proposez sur cycle naturel également le transfert d'embryons congelés, car j'ai cru comprendre que les résultats peuvent être meilleurs. À voir, les résultats, c'est mieux si dans les cycles
préparé avec les hormones, on ne fait pas la progestérone des contrôles tout le temps. Parce que l'unique risque qu'on a avec les cycles, avec préparation de l'endomètre, avec les hormones, c'est pas contrôler la progestérone. On avoue qu'il faut contrôler la progestérone les jours de transfert et les jours de test de grossesse. Parce que si c'est inférieur à une quantité, il faut changer, augmenter l'administration de la progestérone. Et ça, c'est une chose qui est normalement avec un cycle naturel, on peut éviter parce qu'avec un cycle naturel, il y a une ovulation spontanée, ça veut dire qu'il y a les propres corps jaunes qui commencent à produire progestérone, plus les ovules que normalement on donne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de progestérone et c'est compliqué d'avoir une déficience de progestérone. Ça, c'est l'unique chose qui peut porter à dire que les cycles naturels modifiés, c'est supérieur à niveau des résultats. Et ici, on fait les cycles avec les hormones, avec tous les contrôles de la progestérone, et c'est exactement les mêmes résultats. Et ça, normalement, c'est l'unique différence. Mais s'il y a un patient avec la possibilité de faire un cycle naturel, ça, c'est très positif parce qu'on évite les estrogènes. Ça, c'est sans doute éviter les médicaments, c'est tout le temps positif. Et on a plus de progestérone en général avec les ovules et avec les propres hormones. Merci. Quelles peuvent être les conséquences d'une endométritite chronique sur le transfert d'embryon? Avec l'endométrie chronique, il y a beaucoup de problèmes pour l'implantation. Normalement, avec un endométrie chronique, il y a des échecs d'implantation parce qu'il y a un état inflammatoire qui empêche l'implantation. Comme j'ai dit avant, l'implantation, c'est un processus qui est immunologique et ça, s'il y a une inflammation, un problème à la base, peut changer toute la réponse à un niveau de l'embryon. Normalement, si on trouve un problème comme ça, on fait un traitement antibiotique. Si on a la sensibilité aux antibiotiques, on utilise l'antibiotique qui est marqué dans les contre-indus. Sinon, on utilise un protocole général qu'on a avec des antibiotiques pour essayer de traiter tous les possibles bactéries. Et après, on fait une biopsie des contrôles pour confirmer que ça a marché parce qu'il y a beaucoup d'endométrites chroniques résistants à la première ligne d'antibiotiques. Et il faut faire un deuxième traitement. Et seulement après ça, on peut faire un transfert. C'est très important et c'est pas automatique faire les contrôles de la biopsie après les traitements antibiotiques. La dame qui demandait tout à l'heure qui venait de Martinique et qui Oui, souhaitait, en fait, elle souhaite savoir si le sperme de son conjoint congelé peut être envoyé pour pas qu'il se déplace en Espagne. c'est très compliqué envoyer les spermes. Dans l'Europe aussi. C'est possible, mais c'est compliqué. Et quels sont les délais d'attente en général pour une donneuse? Pour un donneau, c'est 2 mois, plus ou moins. On me demande également le tarif pour une fille avec DPI. Ça, c'est avec l'équipe Tu veux que je d'attention al réponde? patient. Non, en fait, la spécificité de Vida, c'est vraiment de faire le DPI embryon par embryon. Il y a beaucoup de cliniques qui font ça par pack d'embryons au niveau du DPI. Nous, c'est quelque chose donc, qui s'ajoute sur la FIV. La FIV Premium est à 5100 euros. Et après, donc, le DPI du premier embryon, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, le premier embryon est à 650 euros et les autres sont à 370. Euh, Est-il possible de faire une FIV d'eau avec du sperme congelé en France? Mon conjoint a eu un cancer et de la chimio qui l'a rendu stérile. Et moi, j'ai bientôt 40 ans et une AMH de 0,6. Deux tentatives de FIV-ICSI, mais pas de réponse concluante à la stimulation. Donc, elle voudrait faire une FIV d'eau avec le sperme congelé de son Oui, conjoint. oui, ça c'est possible. Il faut faire transférer les spermes ici, c'est bon. Hmm. C'est un petit peu plus de paperasse entre les deux laboratoires, mais il n'y a pas de Oui, problème en ce qui nous concerne. Euh, Est-ce un intérêt de prendre des probiotiques avant un transfert? oui, moi, en concret, j'aime les probiotiques en général et j'ai recommandé les probiotiques à tous mes patients et si
surtout s'il y a eu des échecs, tout ça, les mois avant, je recommande tout le temps de prendre des probiotiques. Alors attends, là j'ai une question avec une histoire un petit peu longue. J'ai 42 ans, une AMH de 0,29. J'ai eu 2 enfants sans aucun souci. Premier essai naturel il y a 12 et 7 ans. Puis une fille après première tentative de FIV il y a 3 ans. Il me restait un J5 vitrifié que nous avons transféré en janvier. Début de grossesse qui n'a pas tenu. Puis restimulation, j'avais 12 follicules en début de stimulation, puis 3 gros follicules et des petits. Il y a 42 ans. Clac, clac. Un seul petit a réussi à être ponctionné. Les gros avaient disparu. On a supposé que l'ovulation avait eu lieu trop tôt. Pas d'embryon. Nous avons tenté un rapport le jour même au cas où il y aurait une ovulation. Y a-t-il une chance? Et sinon, ça doit être donc récent, j'imagine. Et sinon, y a-t-il, selon vous, avec vous, une possibilité sans avoir à passer par le don pour avoir un bébé? On peut essayer, mais avec 42 et un taux de AMH de 0,29, c'est compliqué. Hmm, ok. Euh, Quand la personne qui avant nous avait demandé le nombre de blastocystes conseillés, elle voulait savoir le pourcentage de réussite de grossesse, donc combien de blastos conseillés pour garantir, entre guillemets, une grossesse. Garantir, c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser dans ces cas parce qu'on n'arrive jamais à 100% des taux de grossesse. Normalement, on arrive à 80 avec 2, 3, 80, 90 maximum avec 3 embryons et à J5. Hmm. On revient sur l'endométrite chronique, qui peut donc provoquer un échec d'implantation, mais est-ce que ça peut provoquer aussi une fausse couche ou une Oui, fois l'implantation faite, il n'y a plus de conséquences? oui, Donc fausse couche aussi. oui. Dans le cas d'adénomyose, vaut-il mieux faire un transfert frais ou congelé? Avec l'adénomiose, si c'est diffus, si c'est important, les protocoles qu'on utilise normalement, c'est 3 mois de décapeptide intramusculaire et pour essayer de minimiser les effets de l'adénomiose sur l'inflammation de l'endomètre, normalement, on congèle les embryons pour pouvoir faire les transferts après. Oui, donc Donc, en congélé. congelé. Oui. Bonjour, j'ai presque 43 ans et une AMH à 0,66. Est-il possible de faire une FIV quand même? Ou vous me le déconseillez? Je n'ai fait qu'une FIV et j'ai eu un embryon à J5 sur 2 qui avait été ponctionné. Pouvez-vous me parler de l'épigénétique aussi lors d'une FIV d'eau? Oui, normalement, avec cette quantité des AMH et cet âge, je recommande don d'ovocytes directement parce que les taux de grossesse avec cette situation, c'est inférieur à 5% normalement. C'est pas impossible, mais c'est très, très compliqué. Normalement, je recommande don d'ovocytes. En général, l'épigénétique, c'est les moments, c'est l'interaction qu'il y a entre la mère porteuse et l'enfant, les fœtus, à partir tout début de la grossesse. L'ADN à la base vient des ovocytes de la donneuse, mais l'expression génétique dépend de la mère porteuse, ça veut dire de la grossesse. Il y a beaucoup de choses que la mère peut modifier et, pendant la grossesse et qui peut changer l'expression génétique. Ça, on les voit avec les rassemblements physiques, avec beaucoup des autres choses à niveau génétique. Mais surtout, la chose plus particulière, c'est les rassemblements physiques qu'on voit. Quelquefois, il y a plus de rassemblements avec la mère porteuse que la donneuse. Et ça, c'est lié à tout ça. Bonjour, existe-t-il un test pour savoir s'il y a une inflammation au niveau de l'endomètre? J'ai fait 5 FIV, mais jamais eu d'accroche.
Normalement, c'est une biopsie de l'endomètre avec recherche des cellules CD138 qui sont un marqueur de l'infection et en général de l'inflammation. Et ça, on peut les faire avec une biopsie normale ou avec une hystéroscopie pour regarder bien à niveau aussi la visualisation de l'endomètre. Et pour les problématiques d'implantation, est-ce qu'un test ERA ou Matrice Lab ou Matrice Lab Normalement. pourrait être nécessaire? Avoir normalement, s'il y a eu beaucoup d'échecs, on n'a trouvé rien, j'utilise beaucoup ERA, Emma et Alice, qui c'est trois tests faits avec la même biopsie de l'endomètre pour regarder la fenêtre d'implantation, la microbiote et les risques des altérations liées à les endométrites chroniques, la recherche de l'ADN des bactéries liées à les endométrites chroniques. Et ça, c'est une chose qui est normalement, je recommande beaucoup quand il y a déjà beaucoup d'échecs et on doit chercher bien s'il y a un problème au niveau de l'endomètre. Et du coup, on demande quelle est la différence entre la Matrice Lab et la biopsie de l'endomètre. La matrice lab, c'est quelque chose qui est c'est très utilisé en France. Ici, on ne l'utilise pas beaucoup. Et en général, c'est un profil plutôt immunologique, la recherche des cellules NK pour pouvoir voir si la réponse immunitaire, c'est en suractivation, infraactivation. Et ça, c'est pour après voir si on peut changer les protocoles, on peut faire un traitement immunosuppressif, tout ça. J'ai une question. Quel est l'âge maximum pour faire une FIV d'eau? La personne a 46 ans. 50, normalement. Tout l'âge des Hmm. 50 jusqu'à 51. Il faut avoir fait le transfert avant d'avoir fêté son 51e anniversaire. Exactement. Je crois que j'arrive au bout des questions qui sont posées. Ah non. On revient sur la question, tu sais, sur le DPI qui n'était pas nécessaire pour une FIV d'eau avec le sperme du conjoint. Y a-t-il des examens ou des tests à effectuer sur le sperme pour maximiser les chances d'obtenir un ou plusieurs embryons euploïdes par FIV d'eau? Normalement, s'il y a des facteurs de risque, on fait un test de fragmentation pour voir s'il y a en amont de la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Et aussi, il y a eu beaucoup d'échecs. Et on peut utiliser une technique pour sélectionner les spermatozoïdes sans fragmentation. Et on peut les faire avec les spermes congelés ou si c'est nécessaire, on doit les faire avec les spermes frais. Quel est le taux d'AMH normal, entre guillemets, pour une femme de 40 ans? C'est très variable. Normalement, les femmes des 40 ans ont un taux d'antimodérien inférieur à 1. Mais moi, je vous des femmes des 42 avec 3. Ça veut dire qu'après, il y a des exceptions, hein. Mais en général, les taux d'antimodérien commencent à descendre après les 35. Alors, c'est trop chou. On a une patiente que je connais bien, Karen, qui nous dit bonjour et qui du coup nous conseille. C'est vrai que Karen a eu un parcours houleux, mais on a réussi. Merci, Karen. Voilà, on a beaucoup de merci, Martha. Je crois qu'on Super. arrive au bout. Moi, je voulais te remercier, Martha, pour ton temps et toutes tes réponses aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas, alors comme je vais vous remettre voilà, dans le chat le lien pour pouvoir vous inscrire au FIVET espagnol et du coup nous envoyer un premier contact avec cette demande de coupon. J'ai juste, voilà, je viens de voir une dernière question. Le PRP, jusqu'à quel âge? Normalement, pas plus de 45. Et entre 40 et 45, normalement, c'est compliqué aussi, mais pas plus de 45. Et donc, Amy, qui me demande la liste des collaborateurs du Canada, vous inquiétez pas, demain, comme j'ai vos emails, aussi bien vous pour le Canada que l'autre personne qui m'a également demandé pour New York. Je reviendrai vers vous, alors j'espère demain, sinon dans les prochains jours, pour vous envoyer des liens de collaboration
ou de pistes qui peuvent vous aider depuis d'aussi loin. Et quand on a déjà demandé un contact sans passer par les fivettes, est-ce que... Oui, alors demandez quand même le coupon aux fivettes, c'est pas grave. Si vous n'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas déjà en traitement, si vous n'avez pas encore fait votre première visite, c'est pas un souci. Alors les liens pour la Martinique, ben, je regarderai, je demanderai aux filles qui ont des patientes de la Martinique. Je vous fais ça, vous inquiétez pas. Martha, merci, je te libère. Merci à vous. Merci.